Mon meilleur souvenir d'enfance, je crois que c'est les après-midi au bord de la rivière. Je retrouvais les jeunes du quartier et on jouait tous ensemble. Petite, j'aimais bien la corde à sauter et les jeux de lago. Mais ça, c'était plus à l'école. La barrière de la langue, c'est difficile. L'enfermement, c'est difficile. Je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, c'était pas ça, en fait. Il y avait des chevaux et des papiers. La Croix-Rouge n'avait pas la capacité d'aider tout le monde. Quand tu sors de chez toi, tu sais même pas quand tu vas rentrer, tu vois. T'es 5 policiers pour moi toute seule. On est un peu comme des taïmiris derrière la cage et on tond des bananes. Horizon Migration, un podcast de Camille Dons. Manou fait partie de ces 49% de femmes qui migrent dans le monde chaque année et qui restent invisibles, malgré le fait que ces chiffres soient stables depuis plusieurs dizaines d'années. En 2022, par exemple, 52% des migrants étaient des migrantes. Les femmes migrent comme les hommes et ne se contentent pas de rejoindre leur mari. Dans le cadre des regroupements familiaux, dans un cas sur 3, c'est la femme qui part en premier. S'il était important pour moi de parler de ce que signifie être une femme et migrer, je ne pourrais pas accorder un épisode entier à ce sujet faute de témoignages. Aujourd'hui, si l'on s'intéresse aux témoignages de Manou, c'est aussi parce qu'elle est tahitienne. C'est la nationalité la plus fréquente chez les sans-papiers et sans-papières qui sont accompagnés par la CIMAD. Il me semblait donc normal d'y accorder un épisode. Nous vivions en périphérie de Port-au-Prince avec mes parents, mes frères, mes sœurs. Mes parents cultivaient la terre. J'ai eu une enfance joyeuse, dans une belle famille. Mes premiers jobs, c'était des stages et des remplacements les jours fériés. Après ça, j'ai trouvé un contrat chez Médecins Sans Frontières en tant qu'aide-soignante. Et ensuite, j'ai ouvert mon propre restaurant en ville. J'adore cuisiner. Quand j'étais petite, mes parents m'ont montré comment faire et j'ai appris de mon côté pour m'améliorer, tu vois. Ce que je préfère, c'est les lasagnes bien grillées, les salades aussi, et les grillades de bananes pesées. La situation à Haïti a dégénéré. Ils ont attaqué mon restaurant. Ils m'ont menacé plusieurs fois. Quand il y a un conflit comme ça, on peut rien faire. Je ne pouvais plus ouvrir, moi. Une fois, ils ont même mis le feu devant, avec du caoutchouc qu'ils font brûler là. C'est là que j'ai décidé de partir. J'avais 47 ans. Mes parents ont dû déménager chez mon frère. Avant, je m'occupais d'eux, je faisais des allers-retours à l'hôpital, mais maintenant que je pars, mon frère, il habite en périphérie de Port-au-Prince, alors maintenant, ils sont plus en sécurité. Lors de mon stage, j'ai eu l'occasion d'écouter le récit de la situation dramatique d'Haïti plusieurs fois. Afin de vous la décrire au mieux, je me suis appuyée sur la revue Crafarnaum, créée par l'équipe d'intervenants juridiques OCRA de Guadeloupe. Ils ont consacré un épisode entier sur l'histoire du pays. Il faut savoir que l'existence des gangs en Haïti est ancienne, mais leur montée en puissance remonte au soulèvement populaire de 2018-2019, pendant lesquels le pouvoir en place a instrumentalisé les bandes armées pour réprimer les manifestations organisées contre la corruption et les dérives autoritaires du gouvernement. Aujourd'hui, à Port-au-Prince et sa banlieue, environ 150 gangs armés ont pris le contrôle de 60% du territoire à des fins hégémoniques, politiques et économiques. Ils s'affrontent quotidiennement et ciblent délibérément les civils en commettant toutes sortes de crimes à leur égard. Les chiffres, certainement bien en deçà de la réalité, traduisent l'ampleur des crimes commis. Sur les 5 premiers mois de l'année 2022, 540 kidnappings avaient déjà été enregistrés et 800 personnes décédées. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, au moins 30% des femmes haïtiennes âgées de 15 à 30 ans ont été victimes d'abus ou de violences sexuelles. En réponse à ces violences commises, le pouvoir en place est passif, voire complice. Les associations de défense des droits humains ont établi que 40 à 60% des policiers ont des liens avec des gangs armés. Il est impossible de se tourner vers le gouvernement pour chercher une protection. D'après une enquête de Human Rights Watch du 24 mars 2022,
le système judiciaire est à l'arrêt. Certains juges ne se sont pas rendus au travail depuis 6 mois par crainte d'enlèvement et de balles perdues. La situation est telle que le 3 novembre 2022, le Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés a appelé les États à arrêter toute expulsion forcée vers Haïti, même pour les ressortissants et ressortissantes haïtiens et haïtiennes dont la demande d'asile a été rejetée avant les événements récents. Si depuis la Guyane, les expulsions vers Haïti ont pratiquement cessé, ce n'est pas le cas depuis la Guadeloupe par exemple. La France est donc sourde à ces appels et les expulsions continuent. Je voulais aller à Cayenne car ma sœur s'est installée là-bas. Alors, d'abord, je suis allée au Suriname. J'ai passé 13 jours confinée et j'ai découvert que j'allais devoir traverser un fleuve pour me rendre en Guyane. Du coup, j'ai pris la pirogue. À mon arrivée à Saint-Laurent, je ne pouvais pas rejoindre Cayenne. J'avais pas de moyen de transport. J'ai été hébergée 3 jours par la sœur de l'homme de la pirogue avant de trouver un moyen de rejoindre Cayenne. Finalement, je suis arrivée en 2020, 7 mois avant l'assassinat du président. Au bout de quelques mois, ma sœur m'a demandé de partir, car elle a beaucoup d'enfants et que ça devenait difficile. Du coup, j'ai trouvé une chambre que je paye avec des petits boulots et l'argent que me donne ma nièce. C'est à ce moment-là que je me suis engagée à Médecins du Monde. Ça me rappelait mon ancien boulot. J'ai demandé l'asile en arrivant ici, mais ça a été refusé. Je n'avais pas assez de preuves. Du coup, j'ai demandé un titre de séjour maladie parce que je fais de l'hypertension. Mais pareil, on me l'a refusé. Du coup, j'ai pas de papier. Des Haïtiens qui se voient refuser des papiers, j'en ai rencontré beaucoup lors de mon stage. Malheureusement, la préfecture ne publie pas le nombre de personnes à qui la demande de titre de séjour est refusée. On sait cependant que 30% des demandes d'asile émises par des Haïtiens sont acceptées. La France refuse donc d'accueillir systématiquement ces réfugiés, alors même qu'elle porte une certaine responsabilité dans la crise que connaît Haïti. En effet, si l'on remonte le fil de l'histoire, on découvre qu'à l'origine, l'île qui regroupe l'actuel Haïti et la République dominicaine se nommait Haïti, Boyo ou encore Quisqueya et était habitée par les Arawaks et les Caraïbes. Elle a été coupée en deux en 1492 par Christophe Colomb. D'un côté les Espagnols, dans la partie que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de République dominicaine, et de l'autre, les Français, en Haïti, alors appelée Saint-Domingue. Pendant plus de 2 siècles, les Français et les Espagnols déciment les populations autochtones et les remplacent par des esclaves, qu'ils font venir principalement du Dahomey, l'actuel Bénin. La colonie est extrêmement lucrative et violente. En 1790, les esclaves obtiennent leur liberté par la révolte. C'est un épisode très sanglant qui fera d'Haïti la première république noire, libre de l'histoire occidentale en 1804. Malheureusement, les Français n'en ont pas fini avec Haïti. Et en 1825, 21 ans après la déclaration d'indépendance, le roi Charles X annonce qu'Haïti doit verser à la France 150 millions de francs de dédommagement pour les pertes liées à l'indépendance du pays. En cas de refus, la guerre sera déclarée. Le montant est réduit à 90 millions en 1938. Haïti, ne pouvant se payer cette somme, est obligé par la France d'emprunter de l'argent à des banques françaises pour régler le premier versement. À la somme initiale s'ajoutent donc des intérêts. C'est le commencement de la double dette qui a plongé le pays dans une instabilité politique et financière qui perdure encore aujourd'hui. En tout, les paiements à la France ont coûté à Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars d'après une enquête du New York Times publiée en mai 2022. En 1880, la Banque nationale d'Haïti est créée. Elle est gérée par le CIC, une banque française qui contrôle désormais le trésor public haïtien. Le gouvernement haïtien doit payer des commissions pour déposer ou retirer des fonds, si bien qu'en 1910, plus de 84% des revenus du pays reviennent à rembourser des sommes empruntées. La France a donc imposé à Haïti une dette coloniale qui a déstabilisé le pays, et aujourd'hui elle se refuse à accueillir ces réfugiés. Au début du XXe siècle, les États-Unis y voient un intérêt économique. La présence américaine et l'ingérence des États-Unis sont de plus en plus palpables. En 1914, 500 000 $ d'or sont saisis dans les banques nationales et déposés dans les banques américaines. En 1915, sous prétexte d'une instabilité politique, les États-Unis envahissent militairement le pays. Ils occupent Haïti pendant 19 ans. Des prêts sont accordés par des banques américaines et Haïti se retrouve à nouveau endetté. Les soldats américains ont recours au travail forcé. En 1934,
face à la colère grandissante de la population qui vit cette époque comme un retour à l'esclavage, et face à l'indignation internationale, les États-Unis se retirent militairement. Ils continuent cependant d'exercer un contrôle financier, jusqu'à ce qu'Haïti rembourse ses dettes. En 2003, le président haïtien en place, Jean-Bertrand Aristide, demande à la France une restitution de la somme payée. Ce remboursement est refusé par la France. Plus tard, sous prétexte d'une dérive autoritaire du président et d'une perte de contrôle du pays, la France et les États-Unis lancent une opération afin de chasser le président Aristide du pouvoir. L'ambassadeur de France à Port-au-Prince a reconnu qu'il s'agissait d'un coup contre Aristide. La France a eu peur que d'autres colonies emboîtent le pas et demandent des réparations. Il faut ajouter qu'outre l'instabilité économique, Haïti a dû affronter des catastrophes naturelles qui atteignent des records en termes de nombre de décès. L'aide internationale humanitaire s'est mise en place en évinçant les organisations locales. Les dons affluent, mais le pourcentage de cet argent qui est effectivement revenu à la population haïtienne est minime. Selon le monde diplomatique, moins de 3% de l'aide étrangère américaine est allée à des organisations haïtiennes. Plus de la moitié à une poignée d'entreprises gravitant dans l'orbite de l'État fédéral. Samedi dernier, la PAF m'a arrêté. C'était la 2e fois, mais la première, on m'avait laissé tranquille parce que j'avais une convocation de la préfecture. C'est pas facile pour sortir dans la rue. Tu sors de chez toi, tu sais même pas quand tu vas rentrer, tu vois. Ça a été un choc pour moi. Ils étaient 5 policiers, pour moi toute seule. Mon cœur s'est mis à battre fort et ma tension est montée. Dans la voiture, j'ai dit aux policiers que je me sentais pas bien. Ils m'ont amenée aux urgences à la Madeleine. Là-bas, j'ai vu une infirmière. Pendant la consultation, il y avait 3 policiers dans la pièce. Elle m'a pris la tension, m'a donné un comprimé contre l'hypertension. Elle m'a demandé d'attendre le médecin pour s'assurer que tout va bien. On a attendu longtemps, mais les policiers se sont impatientés et m'ont amené au commissariat, puis au centre de rétention. Donc en Guyane, on est sous le coup d'un régime dérogatoire qui permet des interpellations sur la majorité du territoire. C'est-à-dire que les personnes peuvent être interpellées sur pratiquement tout le territoire qui est urbanisé et peuplé. Ce qui n'est pas le cas en métropole. En métropole, les interpellations peuvent avoir lieu sur réquisition du procureur ou dans des zones, notamment les gares, les aéroports, pour ce qui est de la vérification du séjour. Le régime dérogatoire dont parle Pauline est apparu dans les années 90. Cet ensemble de règles s'est d'abord appliqué à Mayotte, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy avant d'être appliqué en Guadeloupe. Elle vise à baisser le niveau de protection des personnes étrangères prévu en métropole afin d'augmenter les moyens de lutte face à une immigration reconnue comme plus importante sur ces territoires. J'ai demandé à Lucie Curé, déléguée nationale de la région Amérique et engagée à la CIMAD depuis 2008, quelles étaient les autres implications de ce régime dérogatoire. Ces dérogations, elles se sont traduites par des facilités dans les modalités d'interpellation, c'est-à-dire que les forces de l'ordre doivent justifier de moins de choses pour interpeller les personnes. Je donne un exemple très concret. Dans l'Hexagone, pour enclencher un contrôle d'identité et un contrôle de la régularisation des cartes de séjour, il faut que la personne ait commis une infraction. On donne souvent l'exemple de la personne qui voyage dans le métro sans titre de transport. Et du coup, sur ces territoires ultramarins, en fait, ce contrôle de la régularité du séjour peut s'enclencher en fait, sans que les personnes aient commis aucune infraction. Ça se traduit également par la mesure dérogatoire la plus emblématique, c'est celle du recours non suspensif. Dans l'Hexagone, en fait, quand on est interpellé par la police et placé en centre de rétention, on est assuré pendant 48 heures de ne pas être expulsé. Et on bénéficie pendant ces 48 heures de la possibilité de saisir le juge. Et le juge va alors intervenir très vite. Et jusqu'à la décision du juge, l'expulsion ne peut pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'il y a un verrou dans l'Hexagone qui permet de ne pas expulser quelqu'un avant que la légalité de son expulsion ait été examinée par le juge. Avec ce régime dérogatoire, on peut donc se faire arrêter partout,
à tout moment, sans avoir commis aucun délit et expulsé immédiatement. On peut donc se retrouver à l'aéroport, à destination d'un pays en guerre que l'on a quitté il y a 5 ans alors qu'on sortait pour faire des courses. La plupart du temps, les interpellations sont réalisées par la police aux frontières, dite la PAF. C'est elle qui contrôle le droit au séjour, c'est-à-dire la régularité des personnes sur le territoire. S'il s'avère que la personne interpellée n'est pas en possession d'un document prouvant qu'il ou elle a le droit d'être sur le territoire français, un titre de séjour par exemple, elle est placée en retenue administrative. La retenue administrative est une étape de la procédure qui dure au maximum 24 heures. Elle se déroule au commissariat, à la gendarmerie ou dans les locaux de la PAF près de l'aéroport, en fonction du service qui a procédé à l'arrestation. La personne est enfermée le temps que la préfecture vérifie le droit au séjour de la personne. En parallèle, la personne retenue a le droit d'appeler un ou une proche pour qu'il ou elle lui apporte des papiers, témoins de sa régularité sur le territoire. On peut penser à un récépissé ou un titre de séjour par exemple. Le ou la proche peut également rapporter des papiers attestant de sa situation. La durée de résidence en France, par exemple, les potentiels problèmes de santé de la personne, ou encore les démarches déjà entamées. Dans la situation de Manou, par exemple, elle avait évité le CRA une première fois grâce à une convocation de la préfecture. À l'issue de la retenue administrative, la préfecture prend une décision. Soit elle constate que la personne a un droit au séjour, ou elle considère que sa situation lui en donnera l'accès et on la libère. Soit elle considère qu'elle n'a pas le droit au séjour. Dans ce cas-là, on demande à la personne d'avoir des garanties de représentation, c'est-à-dire un passeport et une adresse stable. Si elle peut les présenter, on la libère avec une obligation de quitter le territoire sous 30 jours, dite OQTF. Elle doit alors rentrer chez elle et quitter le pays par ses propres moyens dans le mois. En revanche, si elle n'a pas d'adresse fixe ou de passeport, on l'envoie au CRA, au centre de rétention administratif, sous le joug d'une OQTF immédiate. La personne rejoint alors le CRA, où elle est enfermée en attendant son expulsion, qui peut se faire sans délai. Il arrive que la personne ne passe même pas par le CRA et soit directement conduite à la gare routière ou à l'aéroport pour la renvoyer dans son pays. L'arrestation est donc un moment difficile pour les sans-papiers. Monsieur Alexandre en témoigne dans le dernier épisode de la Gazette du CRA de Matoury. Le 28 mars 2023, j'ai été arrêté par la PAF et je me suis senti humilié. De toute ma vie, je n'ai jamais commis d'acte de délinquance. Et la police m'a passé les menottes, simplement parce que je n'avais pas de titre de séjour. Cela m'a choqué. J'ai été transporté dans le véhicule de police avec les sirènes. J'avais l'impression d'être un grand criminel, alors que je fais très attention à la manière dont je me comporte. Ensuite, j'ai été enfermé au centre de rétention. J'ai été amené par la police, et je ne savais pas ce qui allait se passer. Combien de temps j'allais rester enfermé, si j'allais voir un juge, si j'allais être expulsé, et quand. C'est seulement la CIMAD qui m'a informé de cela. J'étais perdu, j'avais peur d'être expulsé vers un pays où je suis en danger. J'ai mal vécu mon enfermement que j'ai trouvé injuste. Ici, on est traités comme des détenus alors que nous ne sommes même pas en prison. Simplement, nous n'avons pas de papier. Normalement, on aurait dû informer M. Alexandre de ses droits. On aurait dû lui expliquer où on l'emmenait, ce qui lui était reproché et ce qui allait lui arriver, dès la retenue administrative. Pauline m'a même expliqué que si M. Alexandre ne comprenait pas le français, il aurait dû être accompagné d'un interprète pour comprendre sa situation. Je lui ai donc demandé s'il était fréquent que les personnes qui arrivent au CRA n'aient pas été informées de leurs droits. C'est très très fréquent que des personnes arrivent au centre de rétention, que la CIMAD les reçoive en entretien, sans qu'elles aient compris exactement où elles sont et surtout pourquoi elles sont là, et qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire dans les premières heures, dans les premiers jours, pour essayer de changer cette situation. On se rend compte qu'il y a vraiment une grosse problématique d'information en amont sur les droits, soit parce que la police ne prend pas le temps, soit parce que la traductrice ou le traducteur ne prend pas le temps d'expliquer, de traduire correctement. Mais c'est très très fréquent. Je sais plus vraiment ce que la police m'a dit à mon arrivée. J'étais toujours en état de choc. Par contre, je me souviens qu'il n'y avait qu'une seule femme. Elle était haïtienne aussi. J'ai choisi une chambre où je pouvais être seule. On utilisait une chambre vide pour manger ensemble. On n'avait rien à faire.
Il y avait une télévision, des cartes et un jeu de domino, c'est tout. Pendant mes 4 jours d'enfermement, ma nièce est venue me voir 2 fois pour m'apporter des affaires. C'est difficile pour elle de se libérer. Elle travaille, elle habite loin, mais elle est venue. Je suis arrivée le samedi au CRA. Le dimanche, une Brésilienne est arrivée. Elle parlait un tout petit peu français. Elle voulait absolument me dire quelque chose, mais on ne s'est pas comprise. Dès le lendemain, elle a été renvoyée à Oiapoque. J'ai demandé à Gaëlle, intervenante juridique au CRA de Maturi depuis 10 ans, s'il était fréquent que les personnes venant de pays frontaliers soient expulsées aussi rapidement. Il y a plusieurs migrations brésiliennes et il y a déjà une grosse qui est, c'est les limitrophes en fait, des personnes de l'Amapá. C'est une région quand même assez pauvre et que culturellement et humainement, la Guyane et le Brésil, toute cette région est très proche. Donc ils ont des membres de la famille facilement. Donc il y a un cycle, oui, parce qu'il y a des personnes qui viennent pour travailler, qui gardent leur famille, leur famille reste au Brésil. Il y a des personnes pour lesquelles la famille est là, mais c'est compliqué d'avoir les papiers, donc ils préfèrent être cette éternelle arrestation, expulsion. Il y a des personnes qui sont pas expulsées 10 fois déjà, qui ne souhaitent pas plus, qui souhaitent vivre ici, mais qui font pas plus de démarches parce qu'ils sont dans un fantôme administratif, ils n'ont pas de réalité. Des fois, madame les enfants sont là, mais tout se fait au nom de madame, et monsieur trouve plus simple, se pose pas la question et préfère être expulsé le lendemain plutôt que faire des recours alors que ça fait 10 ans qu'il est là. Après, il y a d'autres personnes qui viennent de plus loin, mais c'est vrai que beaucoup de la migration qui arrive en Guyane, c'est parce qu'ils viennent de l'Amapá. Les personnes brésiliennes peuvent aller en métropole sans visa, mais elles ne peuvent pas venir en Guyane sans visa. C'est l'histoire de Schengen, tout ça, mais c'est intéressant de savoir. Donc, ce qui fait que toutes les personnes des autres régions de Brésil, à part, on va dire, le Maranhão, l'Amapá, qui sont vraiment proches de l'Amazonie, les autres personnes, elles vont à Paris. En fait, elles vont, comme nous, elles vont une réservation d'hôtel, une assurance, un peu d'argent, et elles vont sans visa, comme nous, on visite la Guyane, le Pérou, tout ça. Et par contre, quelqu'un qui vit à Oiapoque ne peut pas venir voir sa cousine qui accouche à Cayenne. Donc ça va participer à ces illégalités parce qu'ils ne vont pas se prendre la tête à demander un visa parce qu'ils ne l'auront pas. Donc ils viennent illégalement, ils se font arrêter, ils repartent le lendemain. Voilà. Ces boucles migratoires n'ont pas de fin. Elles sont un éternel jeu du chat et de la souris qui me semble plutôt absurde. Encore une fois, je pense aux ressources humaines comme économiques déployées pour rien, si ce n'est alourdir des quotidiens qui n'ont rien demandé. La barrière de la langue, c'est difficile. L'enfermement, c'est difficile. Le lundi après-midi, une dominicaine nous a rejoints. Mais elle, pour le coup, elle ne parlait pas un mot de français. On n'a pas réussi à se dire quoi que ce soit. Tu comprends, on ne parle pas la même langue. C'est également le lundi que j'ai vu le juge des libertés. Finalement, je suis sortie à 10h le mardi et une amie bénévole de Médecins du Monde est venue me chercher. Jeanne m'expliquait qu'ils avaient réussi à faire libérer Manu car la procédure n'avait pas été datée. J'ai demandé à Antoine Frère, intervenant juridique au CRA, comment la CIMAD parvenait à faire libérer les personnes retenues. Quels étaient les autres motifs de libération ? Alors au CRA, on reçoit les personnes qui sont enfermées, qui sont privées de liberté, pour préparer des requêtes auprès du juge avec ces personnes. L'idée, c'est que des personnes, quand elles sont enfermées, au bout de 48 heures, elles doivent voir un juge qui décide si ces personnes vont rester pendant 28 jours enfermées au CRA, le temps que la préfecture organise leur expulsion, ou si, pour des raisons d'erreur de procédure, elles vont être libérées. Ça doit avoir lieu dans les 48 heures de leur entrée. Nous, ce qu'on fait avec la CIMAD, c'est qu'on fait en sorte de trouver dans les procédures ce qui a bugué, ce que la police n'a pas fait, ce qui ne va pas, en gros, pour pouvoir demander leur libération. Et quand on n'a pas ça, on fait en sorte de trouver des documents sur leur vie privée et familiale, et notamment des documents d'état civil aussi, donc un passeport et une attestation d'hébergement pour pouvoir demander l'assignation à résidence. Que les personnes, au lieu de rester enfermées au CRA, puissent être assignées à résidence en attendant que la préfecture fasse les diligences pour les renvoyer vers leur pays d'origine. Ce qui en Guyane n'arrive pas, donc ce qui équivaut un petit peu à une libération. Donc vraiment le travail du quotidien, ça va être
de longs entretiens avec les personnes retenues pour savoir un petit peu ce qu'on peut faire valoir auprès du juge et l'écriture des requêtes pour que le juge il ait toutes les informations disponibles afin de libérer les personnes, ce qu'on arrive à faire dans à peu près 60% des cas. Plus tard, je vais être autonome. Ouvrir mon restaurant ici, en Guyane. Il fait trop froid en métropole. Finalement, comme tous les Haïtiens arrivés en Guyane, Manou n'a jamais été expulsé. Comme je l'ai dit plus tôt, cela fait au moins 2 ans qu'aucun Haïtien, à l'exception d'un, n'a été expulsé depuis la Guyane. Pourtant, les Haïtiens continuent d'être enfermés et représentent la nationalité la plus fréquente au CRA. En 2022, par exemple, 450 Haïtiens ont été enfermés. Tous ces enfermements sont coûteux et n'ont aucune finalité. Ils durent longtemps. Parfois, l'enfermement peut aller jusqu'à 90 jours, soit 3 mois. L'aberration que je trouve la plus fréquente, c'est la manière dont l'argent du contribuable a été mobilisé pour arrêter, incarcérer, juger des personnes qui ne seront jamais expulsées, et dont le quotidien est assez difficile pour ne pas être compliqué. Pour vous donner une idée, un rapport parlementaire de 2019, piloté par les députés Jean-Noël Barrot du MoDem et Alexandre Holloyd du LREM, chiffre le coût moyen d'une expulsion à 13 800 €. Il prend en compte le coût de la surveillance au CRA, 5 719 € en moyenne pour une personne, des frais de justice à 3 429 €, ainsi que des frais de défense et de condamnation qui s'élèvent à 1 104 € sur la note totale. Je ne parle même pas des trajets d'avion et de train. Cette politique d'expulsion est donc, en plus d'être extrêmement violente, une perte d'argent considérable. Je voudrais remercier Manou pour son témoignage, ainsi que Paula Andra Michel d'avoir interprété cet entretien. Je remercie également Marius Bjor pour sa lecture. Le montage de cet épisode a été réalisé par Pierre-Éloi Fresneau, avec des musiques de Morgane Alibert. Horizon Migration est un podcast de Camille Doms, en ligne sur toutes vos plateformes d'écoute.